Là, pour cette session, nous allons avoir trois interventions. Une intervention de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, une de France Asso Santé et une du CECA. Nous allons commencer par l'intervention de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, dont le thème est aide à la décision publique, usage et résultats, et exemple d'un appel à projet. Cette thématique va être présentée par Delphine Flesque, qui est chargée de mission à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, avec Joanne Vasselier, qui est responsable du pôle pilotage, parcours et démocratie en santé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il est manifeste que l'ARS en fait va s'appuyer et intégrer les résultats de certification dans sa politique qualité. C'est un matériau en fait qui est très intéressant pour nous à double titre. D'abord pour accompagner les établissements de santé dans des démarches individuelles et également on va utiliser le matériau en fait des résultats de certification colligés pour éclairer notre politique régionale de qualité des soins, qui est un axe majeur de notre PRS, donc projet régional de santé, et pour identifier des indicateurs de pilotage et également des thématiques sur lesquelles on va pouvoir appuyer notre action. Merci. Donc préalablement, il faut rappeler que l'ARS n'intervient pas du tout dans le processus de certification, qui est une procédure indépendante. Néanmoins, l'HAS et les ARS en fait dialoguent et l'HAS nous transfère un certain nombre d'informations, notamment en amont des visites de certification lors des réunions d'échange et de partage semestriels. Et également, elle nous transfère régulièrement le calendrier, la planification des visites de certification des établissements de santé de notre région. Et également, parfois, elle nous saisit pour avis sur les demandes de modification du périmètre de la visite de certification ou pour des questions de report de certification et de date de certification. Ensuite, après la visite, bien évidemment, les ARS sont destinataires du rapport de certification et la HAS nous alerte lorsqu'il y a des faits ou des manquements qui mettent en jeu la sécurité des patients, ce qui va nous permettre en fait d'engager des actions en direction de l'établissement concerné et également de faire intervenir nos structures d'appui. Donc, comme je vous le disais, ce matériau-là des résultats de certification est intéressant pour nous, d'une part parce qu'on va agir en direction des établissements de santé dans des démarches individuelles. Les résultats de certification sont notamment pris en compte dans l'analyse et dans l'évaluation des contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins. Pour rappel, des contrats qui sont tripartites entre l'ARS, l'établissement de santé et la caisse primaire. Les résultats de certification aussi vont être intégrés dans l'analyse des demandes et des renouvellements d'autorisation de soins. Ceci a été fait à la demande des membres de la commission spécialisée d'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et d'autonomie qui souhaitait en fait avoir une idée du niveau de certification et surtout les thématiques en matière d'obligations et de recommandations. Bon, les résultats de certification aussi sont liés intimement au contrôle des X et surtout au calcul de l'incitation financière à la qualité, les IFAC. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les résultats colligés en fait de certification qui vont, comme je vous le disais tout à l'heure, alimenter notre politique qualité et faire émerger les thématiques qui ressortent le plus dans les résultats de certification. Bon, le management de la qualité, la qualité de sécurité, la gestion des risques, ce qui va nous permettre en fait de mettre en place des actions et des leviers. Notamment, par exemple, un champ qui est très intéressant, qui est le déploiement de la simulation en santé, et pour lequel, en fait, chaque année, nous lançons un appel à projet sur le déploiement de la simulation et gestion des risques sur le fonds d'intervention régional. Chaque année, cela nous permet, en fait, de financer une dizaine de projets sur l'ensemble de la région. Donc, culture de sécurité, gestion des risques aussi, par la diffusion d'outils qui permet la sécurisation de la transmission d'informations entre professionnels, puisque c'est la principale source d'événements indésirables. Et ensuite,
du coup, de partager des expériences, de faire l'analyse approfondie des causes et notamment de faire intervenir, comme je vous le disais, nos structures d'appui. Donc, bien évidemment, le CK avec sa plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables, à Prage, et puis d'autres structures, notamment en termes de prévention des infections, d'organisation de la lutte contre l'antibiorésistance. Je citerai l'intervention dans les établissements parfois lorsqu'il est nécessaire et lorsqu'ils font appel donc au CECAS. Donc là, je vous ai mis l'adresse de leur site internet puisque vous trouvez un certain nombre d'outils sur ce site. Également, en termes de, donc une des thématiques qui ressort des résultats de certification en termes de vigilance, de veille et de sécurité sanitaire, et puis de la culture. Alors tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Roux qui parlait d'acculturation. Effectivement, nous, on est assez vigilants à la culture du signalement, notamment par la promotion d'un outil qui est le portail national des signalements, qui est ouvert à la fois aux professionnels de santé et aux usagers. Également, en termes de sécurité sanitaire et de vigilance, on met à disposition, en fait, on a utilisé ce moyen d'action qui est le site du REVA, qui regroupe l'ensemble des actions de nos structures d'appui. Donc j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais voilà, je vous conseille d'aller voir le site du REVA, qui est une mine d'informations, à mon sens, en termes d'analyse partagée, en termes de mise à disposition d'outils, de bonnes pratiques. Et puis, le REVA diffuse tous les 2 mois le bulletin d'information BRIC. Donc, vous êtes en principe destinataire au niveau des établissements de santé. Une des thématiques, je crois que c'était l'hôpital de Saint-Sevé, il l'a évoqué tout à l'heure, qui ressort des résultats colligés de la certification, c'est la prise en charge médicamenteuse. C'est une des thématiques les plus importantes pour nous et du coup, nous avons axé notre action par la mobilisation notamment de l'OMEDIT, l'Observatoire des médicaments. Donc là, je vous présente justement à l'écran tous les secteurs dans lesquels l'OMEDIT intervient. Donc l'aménagement de la cour, la conciliation, les dispositifs médicaux, le circuit des médicaments. Ils peuvent effectivement intervenir dans les établissements. Il ne faut pas hésiter à les interroger puisque c'est une équipe très réactive avec une hotline, même si j'aime pas trop le terme, mais enfin toujours est-il qu'ils sont extrêmement joignables à la fois par téléphone et par leur site internet, là également aussi, où ils disposent d'un certain nombre d'outils, de grilles d'audit qui peut vous aider en termes d'antibiothérapie, de conciliation médicamenteuse, du fiche de bon usage du médicament. On l'a évoqué tout à l'heure par les intervenants précédents, des MOOC, des e-learning, toute une boîte à outils, certification également. Et l'OMEDIT va également mettre en place un groupe de travail dédié à la nouvelle certification et aux produits de santé avec des sous-groupes HAD santé mentale. Également sur le site, vous trouverez tout un programme de formation et de webinaires thématiques. Alors, une des autres thématiques en fait qui ressort de ces résultats colligés des résultats de certification, c'est la gestion des droits des patients. C'est vrai que l'ARS Nouvelle-Aquitaine s'est engagée depuis un certain nombre d'années, sous l'impulsion notamment de Michel Lafourcade, son ancien directeur général, et poursuivi par Benoît Elbaud, de renforcer la place des usagers dans le système de soins. Et pour concrétiser en fait cette volonté, l'ARS a lancé un appel à projet qui vise à intégrer des patients partenaires salariés dans des équipes de soins. Je vais laisser la parole à Madame Joanne Vasselier, qui est responsable du pôle pilotage à l'agence et notamment en charge de la démocratie en santé, qui va vous présenter cette expérimentation. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je pense. Oui, parfait. Oui. Merci Delphine. Oui, donc pour illustrer effectivement l'engagement du patient usager, donc je vais vous parler de cette expérimentation pour repartir, voilà, peut-être un peu de l'historique. Donc, il figure au cœur de notre projet régional de santé l'enjeu de renforcer la place de l'usager dans le système
de santé. Ça fait vraiment écho à ce qu'on a entendu aussi ce matin, évidemment, avec l'intervention notamment la table ronde animée par Géraldine. Dans cet objectif, on a plusieurs axes de travail. Un des axes, évidemment, c'est la bonne information des usagers, la juste et la bonne information des usagers, le recueil et la prise en compte de la parole des usagers, l'association des usagers au fonctionnement des établissements, et vous en avez beaucoup parlé dans les exemples de patients, traceurs notamment, et puis pour arriver jusqu'au partenariat usager professionnel, et là on va carrément jusqu'à la professionnalisation en fait de l'expérience patient. Donc c'est une innovation qui s'inspire, on va dire, de ce qui a été fait sur les médiateurs santé-pair. Donc là aussi, je fais un clin d'œil à l'intervention de ce matin de la médiatrice de santé-pair. Mais cette expérimentation sur le parcours cancer, elle est tout à fait innovante et elle est unique pour le moment en France. Donc l'appel à projet a été lancé en 2020 par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. L'objet, donc, c'est de recruter des patients partenaires salariés à mi-temps ou quart-temps pour accompagner les patients atteints de cancer, donc de les recruter au sein des équipes de soins des établissements de santé de la région pour former des équipes pluridisciplinaires qui incluent donc des patients partenaires. L'ARS sur cet appel à projet cofinance, on va dire, le salaire de ces patients partenaires avec les établissements de santé qui font partie de l'expérimentation. C'est une expérimentation qui démarre. Là, les patients partenaires, certains sont en poste depuis septembre, d'autres seront recrutés plutôt dans le courant du mois de novembre. En tout cas, ils sont tous identifiés et c'est une expérimentation qui démarre là pour 3 ans, donc jusqu'en 2024. Les missions de ce patient partenaire, donc c'est évidemment, l'idée c'est d'être une ressource complémentaire pour le patient, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, c'est de pouvoir aborder les sujets de vie que le patient n'ose peut-être pas parfois aborder avec les soignants, c'est d'être un soutien relationnel, c'est d'accompagner les patients dans toutes les démarches administratives et sociales parfois compliquées, et puis de l'orienter aussi vers les autres ressources du système dans le parcours cancer, puisqu'on sait qu'il y a aussi de multiples autres ressources, et y compris bénévoles, bien sûr, dans ce parcours. C'est de donner son savoir expérientiel aux patients, mais aussi aux équipes soignantes, puisque le patient partenaire, il est bien sûr partenaire des patients, mais aussi partenaire des soignants. C'est éventuellement de participer avec eux à des réunions ou des rencontres avec les malades, avec l'entourage également. Et puis, c'est soutenir le patient dans ce qu'on appelle le renforcement du pouvoir d'agir, la reprise en main et la reprise de pouvoir sur leur vie et sur en complémentarité avec les soignants sur leur vie et sur leur parcours de santé. Donc quelques exemples d'activités alors tout ça est bien sûr c'est encore un peu théorique, c'est en construction. En Nouvelle-Aquitaine, on a une patiente partenaire qui est à Tivoli qui exerce depuis plusieurs années, salariée, j'entends salariée, mais sinon c'est quand même tout est à construire, on va dire. Donc des exemples d'activités, c'est des consultations, bien sûr, en individuel, en présence ou à distance, dans l'établissement ou dans un autre lieu. C'est aider le patient à préparer ses rendez-vous médicaux. C'est aussi former les soignants, ou en tout cas accompagner les soignants pour peut-être parfois mieux comprendre les réalités vécues par les patients. Ça peut aller, pourquoi pas, jusqu'à animer des activités de groupe, comme des groupes de parole, etc., avec bien sûr les formations nécessaires qui doivent accompagner ces démarches. Donc très concrètement, là en Nouvelle-Aquitaine, on a 7 établissements qui sont embarqués dans cette expérimentation. Donc vous les voyez sur la diapositive. Alors c'est beaucoup d'établissements de Gironde, le CH d'Arcachon, la clinique Tivoli, la polyclinique Bordeaux-Nord, l'Institut Bergonié, le CHU de Bordeaux et 2 établissements hors Gironde, le CHU de Limoges et l'Institut du Sein de Charente-Maritime. Certains ont un patient partenaire à mi-temps, certains ont 2 patients partenaires sur 2 quarts-temps. Voilà, donc ça fait 11 patients partenaires embarqués également dans cette expérimentation et donc 7 établissements de santé. On a mené ce projet en partenariat avec le milieu associatif
qui représentent, je l'ai dit tout à l'heure, des ressources clés aussi dans le parcours cancer. Donc, on a dans notre comité de pilotage, le premier comité de pilotage a eu lieu le 21 septembre, donc c'était la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent. Donc nos partenaires, on a la Ligue, bien sûr, contre le cancer, on a Maison Rose, on a aussi l'ETNA, puisque beaucoup de patients partenaires seront amenés à intervenir dans les programmes d'éducation thérapeutique. On a aussi France Asso Santé, que je salue au passage, dans nos partenaires, avec nous aussi des partenaires institutionnels, et la Haute Autorité de Santé en fait partie. Maryse Carrère participe à notre comité de pilotage, que je salue également. L'INCa aussi, puisque cette expérimentation est quand même également observée du niveau national, parce qu'au bout des 3 ans, eh bien, se posera bien sûr la question d'une éventuelle généralisation ou pas de cette expérimentation. La commission droits des usagers de la CRSA qui participe également, et l'Université des patients qui nous accompagne aussi depuis le début, notamment sur les aspects de formation de ces patients partenaires, puisque c'est un enjeu majeur de la réussite de cette expérimentation. Donc effectivement, la formation, donc on a mené cette semaine, hier et avant-hier, on avait les 2 premières journées de formation des 11 patients partenaires qui s'est déroulée sur Bordeaux, en présence du professeur Catherine Tourette-Turgis, qui est venue animer donc cette masterclass, ou cette formation action. Donc ça, c'était hier et avant-hier. Donc 2 premières sessions, il y aura d'autres sessions de formation. C'est vrai que voilà, de passer de patient à patient partenaire, voilà, il y a toute une bascule à réaliser, et donc la formation est vraiment un aspect essentiel à la réussite de ce projet. La bonne intégration aussi du patient partenaire dans les équipes de soignants. Donc la formation intègre aussi des modules avec les soignants, et les établissements de santé, bien sûr, ont un rôle clé à la fois pour présenter le patient partenaire et pour lui donner toutes les conditions de la réussite de ce projet. Les facteurs aussi de succès, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la bonne articulation avec toutes les autres ressources existantes. Je pense aux représentants des usagers, aux bénévoles, aux patients experts, et il y en a d'autres. Donc cette expérimentation est pilotée de près, le plus possible par l'ARS, et l'idée voilà, pour l'instant c'est encore assez théorique, mais l'idée ça sera vraiment d'adapter le cadre de cette expérimentation et de trouver des solutions au fur et à mesure des difficultés rencontrées, et bien sûr il y en aura forcément. Et puis un mot sur l'évaluation, puisque à la fin des 3 ans, si nous voulons avoir les éléments pour pouvoir décider d'une éventuelle généralisation du dispositif, et pourquoi pas donner l'envie au niveau national de rendre possible cette professionnalisation des patients partenaires, et de donner du corps et de l'existence à ce nouveau métier d'une certaine façon, il faut qu'on ait des éléments d'évaluation solides. Donc une évaluation qui est en construction, qui balaye les différentes questions qui sont les questions classiques des processus d'évaluation. Donc on a commencé à travailler sur un protocole d'évaluation, qui devra répondre à est-ce que les différentes parties, que ce soit les patients partenaires, les professionnels, les soignants sont satisfaits, ou en tout cas tirent des bénéfices de cette expérimentation, quels sont les profils des patients qui bénéficient, qui utilisent, ou qui vont profiter des patients partenaires, quels sont les effets, bien sûr, sur les patients, mais aussi sur les professionnels, sur les pratiques des soignants. C'est très important, puisque je l'ai dit et je le redis, le patient, il est partenaire le patient partenaire est partenaire du patient, mais aussi, bien sûr, des soignants. Et donc, quels sont les impacts aussi sur toutes les autres ressources du système et du parcours? Est-ce que les modalités là très pratiques de cette expérimentation telle qu'elle est pensée sont satisfaisantes? Le salariat, parce que
bien sûr, un des sujets, ça sera salariat versus bénévolat, l'organisation pratico-pratique, et puis l'impact aussi éventuel sur les dépenses de santé. Donc, on a commencé à réfléchir à quelques données qu'on pourrait collecter dans le cadre de ce protocole d'évaluation, mais c'est peut-être pas la peine vraiment de rentrer dans ce niveau de détail des données à la fois quantitatives qu'il faudra collecter au fur et à mesure des 3 années de l'expérimentation, et des données aussi plus qualitatives, bien sûr, pour lesquelles il faudra questionner les patients, notamment sur les bénéfices qu'ils tirent de cette expérimentation, mais aussi les soignants et les patients partenaires eux-mêmes. Voilà, c'était la petite illustration qu'on voulait apporter sur l'engagement du patient. Et là, on va encore bien au-delà du patient traceur ou du patient expert. On est vraiment sur la professionnalisation de l'expertise patient. C'est une expérimentation très innovante où tout est quand même encore à vraiment construire, mais c'est pour être ensemble, patient partenaire et soignant, dans une complémentarité et pour des prises en charge plus humaines et encore plus adaptées. Merci beaucoup pour vos 2 présentations. Je rappelle donc à tous les participants que si vous souhaitez poser des questions pour sur les interventions là de cette séquence, vous n'hésitez pas. Vous avez sur la gauche de votre écran une bande qui sert à poser des questions avec un bouton sur lequel vous n'avez plus qu'à cliquer. Je précise aussi également que je vous rappelle que l'ensemble des diaporamas qui sont présentés seront accessibles sur le site du CECA la semaine prochaine. Maintenant, la parole va être à Monsieur Alexis Verbial. Vous êtes conseiller technique à France Asso Santé au niveau du siège national. Et votre intervention porte sur action et position de France Asso Santé en faveur de l'engagement des usagers. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Merci pour votre invitation. Donc normalement, j'ai un diaporama qui arrive, super, dans lequel je peux modifier. Donc écoutez, merci beaucoup. En effet, on est très heureux d'intervenir sur ces sujets qui sont plus anciens pour la certification, plus récents pour l'engagement des usagers. Donc j'ai prévu un plan de fin de vendredi après-midi pour rester un peu attractif et avoir un maximum et intéresser un maximum les gens finalement. Je voulais refaire un point quand même sur, comme c'était la grande thématique de la journée dans mon plan, sur le fait que la certification, et ça a été dit tout au long de la journée, mais on trouve que c'est quand même un outil au service de la démocratie en santé. Donc ça, c'est vraiment une slide pour montrer en quoi la certification, elle va dans ce sens-là. Et puis, j'ai détaillé 4 enjeux qui sont en lien avec la certification, mais qui vont bien au-delà, qui sont évidemment la compréhension de celle-ci par le grand public. Je ne sais pas si ça a été tellement évoqué ce matin, je n'ai pas tellement entendu. La place des associations et des représentants des usagers, la place de l'expérience patient et bien sûr la place de l'expertise des patients, puisque, comme on l'a vu dans l'intervention précédente avec l'ARS, c'est innovant, mais c'est en plein développement. Alors, je voudrais, première partie très rapide, en quoi la certification quand même est un outil au service de la démocratie en santé. Eh bien, j'ai participé, moi, à quelques groupes dans sa conception. Déjà, en lui-même, la certification était un exercice de démocratie en santé pour la simple et bonne raison que dans les groupes de travail constitutifs, pour réfléchir à cette nouvelle mouture, je peux vous assurer qu'il y avait un certain nombre d'associatifs et ils n'étaient pas en minorité. Il y a eu vraiment beaucoup dans les groupes de travail, et c'est à souligner,
dans le processus de création de cette certification, vraiment beaucoup d'associatifs, de tous horizons, de tous secteurs, hein, y compris du médico-social, de la psychiatrie, etc. Donc, d'ores et déjà, dans l'exercice, on était sur un exercice de démocratie en santé. Ensuite, ça a été dit tout le long, je ne vais pas développer ce point-là. Ce qui nous intéresse, nous, à France Asso, c'est particulièrement la première partie du manuel, aller chercher des résultats pour le patient. C'est évidemment absolument essentiel. On se félicite des critères d'exigence impératifs, notamment sur des choses qu'on ne voulait plus voir dans les établissements, telles que les atteintes au consentement, les atteintes à l'intimité, à la dignité, les difficultés à soulager la douleur. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir voir que ce sont des critères qu'on ne veut plus voir, des critères impératifs. Donc, on n'a pas oublié les droits dans cette certification et on n'a pas oublié les droits fondamentaux. Et donc ça, c'est vraiment une chose indispensable et la certification, cette nouvelle version ne l'a pas oublié. Donc ça, c'est à saluer quand même en critères impératifs. Et enfin, évidemment, il y a la nouvelle posture. On s'est finalement rendu compte que pour faire alliance thérapeutique, il y avait une deuxième partie dans l'alliance, c'était le patient. Et donc, le manuel, il fait quand même la part belle à l'implication du patient. Alors, on peut l'appeler partenaire, on peut l'appeler engagé. En tous les cas, le patient est mieux impliqué dans sa prise en charge. Ça veut dire aussi que moi, ce que je trouve intéressant dans cet outil de certification, c'est qu'on agit sur les pratiques. Et c'est pas souvent quand même dans le domaine de la santé qui est quand même régulé par un code de la santé publique épais comme ça, qu'on agit au niveau des pratiques et qu'on agit au niveau du terrain et qu'on n'y va pas à coup de décret. Et donc là, c'est hyper intéressant dans cette certification. On se base sur des pratiques, on se base sur le terrain, ça a été dit tout au long de la matinée, même s'il y a encore des améliorations à faire. Ben, on revient à ce qui fait la relation de soins, c'est-à-dire ce qui se passe au plus près des usagers. Voilà, donc ça c'était un petit rappel parce que c'est pas forcément indiqué quand on parle de certification. Alors les nouveaux enjeux dans la certification, mais qui vont évidemment bien au-delà. Alors c'est le 1 dont on n'entend pas souvent parler. Je pense qu'il est capital pourtant. On se rappelle de la charte du patient hospitalisé qui dit toute personne est libre de choisir son établissement de santé. Encore faut-il, pour avoir une liberté totale complète, avoir une information fiable sur la qualité des soins développés. Et donc, sinon, ce n'est pas une information libre et éclairée. Et donc, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, les patients, ils n'ont pas, plus généralement grand public, ils n'ont pas les outils pour choisir leurs établissements. Ils sont soit orientés par leurs praticiens, soit ils vont en proximité directe, et donc dans ces cas-là, c'est la proximité qui décide vers quel établissement ils vont, ou alors ils demandent aux professionnels de santé de leur entourage. Et donc, nous, il y a un truc qui est très important, c'est que la certification, elle doit être simplifiée et rendue compréhensible par le grand public. Il y a les représentants des usagers, certes, mais il y a aussi le grand public. Et donc, les 4 macarons, ça nous permet d'être une forme de clarification des choses, mais on sera très vigilant sur la diffusion publique sur le site internet évidemment de la HAS des résultats de certification, de la diffusion interne évidemment auprès des instances de la CME, de la CDU, mais aussi et surtout que les personnes hospitalisées soient informées, soient en contact avec l'information, que ce soit de l'affichage dans les locaux, des supports de communication, etc. Et on a un vrai enjeu de faire connaître au grand public cette certification qui est probablement pas assez connue. On voit qu'il y a j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple du Nutri-Score qui a réussi à faire une percée dans le grand public. Eh bien, peut-être qu'il faudrait envisager des modalités de communication de ce type. En tous les cas, voilà, c'est un vrai enjeu alors pas de vulgarisation parce que j'aime pas le mot, mais en tout cas de démocratisation de ce qu'est la certification au grand public. Ça, c'était mon premier enjeu. Mon second enjeu, c'est évidemment la place des associations d'usagers et des représentants d'usagers. On se félicite quand même, alors je vous ai mis les numéros de critères, mais
c'est pas, enfin, vous pouvez aller voir, j'ai mis la pagination où c'est dans le manuel, mais on se félicite que cette certification fasse quand même la part belle aux associations d'usagers et aux représentants d'usagers. Il y a quand même un critère très intéressant qui dit que le patient est informé des représentants des usagers et ou associations bénévoles qui peuvent l'accompagner son retour à domicile. On sait qu'on a un gros déficit de visibilité pour les associations et les RU auprès des patients eux-mêmes. Donc ça, c'est hyper important et on se satisfait hautement que la certification intègre ça. Parce que souvent, c'est ce qui manque dans les établissements, c'est les représentants, les associations ne sont pas forcément connus du grand public. Et donc là, on fait, et c'est inscrit dans le manuel, qu'on travaille ces points-là. Deuxième point très intéressant également, c'est que l'établissement assure une implication des représentants des usagers et des associations. Très important aussi, moi je navigue avec énormément de commissions des usagers, d'établissements, de directeurs d'établissements et autres, et je vois en fait encore trop souvent, on me dit « Alexis, j'ai pas accès aux plaintes et réclamations comme je voudrais ». On me refuse l'accès à un certain nombre de choses, etc., etc. C'est encore un discours très courant. Et donc, très important, l'accès aux plaintes et réclamations, aux événements indésirables, etc., etc. Donc ça, c'est très important que ça soit dans le manuel. C'est absolument vital, on ne veut plus voir ça. Et donc, les représentants des usagers et les associations sont impliqués et c'est en dehors des instances. La démocratie, ça se déclare pas, ça se vit, ça se travaille et ça se travaille en partenariat avec les professionnels de santé et y compris la démocratie interne dans les processus de certification. Et donc là, ce manuel, il encourage ça et c'est une très bonne chose parce qu'il nous manquait vraiment un document de référence pour aller plus loin sur ces thématiques qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Et donc, c'est une très bonne chose que ça soit dans la certification et dans son manuel V2020. Alors après, il y a la place de l'expérience patient. Je ne vais pas développer plus que ça, mais ça pourrait être très intéressant. Mais la place de l'expérience patient, bah oui, c'est hyper intéressant parce que on est passé historiquement du patient un petit peu dont on s'occupe dans une vision paternaliste au patient sujet de droit. On veut pour preuve la loi de 2002, évidemment, hein, le patient sujet de droit et donc cette fameuse droit des patients. Et avec l'expérience patient, je trouve qu'on va plus loin. C'est-à-dire que non seulement le patient est sujet de droit, mais il est aussi personne qui ressent et personne qui vit les soins. L'expérience patient, c'est quand même ça avant tout. C'est la personne a un vécu de ses soins et donc on analyse ce vécu du patient et donc c'est complémentaire au droit. Et donc c'est très intéressant que cette certification intègre 2 critères sur cette expérience patient parce que on voit que c'est pas si évident que ça. Ça a été énormément développé dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, c'est très bien qu'on ait un peu ce changement de perspective et qu'on aille aussi encore plus loin que les droits en allant chercher le ressenti. C'est ce qu'on appelle l'analyse aussi des émotions, du vécu émotionnel du soin, mais également du vécu environnemental. Comment l'environnement de l'établissement, que ça soit un secrétariat qui est du bruit, des ressentis, des chariots qui passent, etc. C'est aussi l'analyse de l'environnement. Et donc ça, c'est très intéressant qu'on aille plus loin que les droits parce qu'on en avait besoin et c'est ça ce mouvement sur l'expérience patient. Autre aspect intéressant là-dedans, c'est que l'établissement promeut toutes les formes de recueil de l'expérience patient. Ça, c'est très intéressant parce que pour rien vous cacher, on a un peu le questionnaire facile dans la santé. On pourrait citer ISATIS, mais on pourrait citer aussi toutes les surcouches qui s'ajoutent au final aux patients qui doivent remplir tout un tas de cases, des questions parfois fermées. Or, on sait très bien que le vécu expérientiel des patients, des fois, ils ne rentrent pas dans des cases. Et l'expérience patient, ça permet d'aller plus loin et pourquoi pas de faire des interviews avec le patient. On sait que les méthodes qualitatives, elles permettent de mieux comprendre.
mieux intégrer la complexité du vécu. Et donc ça, c'est très intéressant du point de vue du patient de pouvoir analyser ce qu'il vit vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément avec des questions fermées qu'on peut avoir une analyse très fine. Et donc, les récits de patients, ça peut être des choses qui peuvent être faites, et à mon avis, ça va se développer, des cartes de parcours de soins avec des analyses émotionnelles de chaque étape du parcours de soins. Et enfin, donc juste sur une petite autopromotion, je m'en excuse, mais on vient de sortir un guide en lien avec l'Institut français de l'expérience patient. C'est le seul point autopromotion, je vous assure. En tout cas, allez-y. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours dans le chat parce que on a essayé de faire un doc, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est que 4 pages. C'est assez modeste, on a essayé de faire quelque chose de pédagogique. Après, l'idée, ça sera peut-être de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller l'expliquer sur le terrain auprès des commissions des usagers, etc. Mais en tout cas, voilà, on a un vrai sujet sur ce guide. N'hésitez pas à nous faire des retours. C'est est-ce que vous l'avez lu et est-ce que vous le trouvez clair ou pas. Dernier enjeu, et après je conclurai pour pas être trop long. La question de l'expertise des patients, ça a été évoqué dans l'intervention de l'ARS précédemment. Aujourd'hui, l'expertise des patients, c'est un incontournable. Ça se développe, alors c'est en critères avancés dans la certification, mais on voit bien que une grande partie des gros établissements, d'ailleurs, plutôt des gros établissements, puisque finalement les services d'expérience patient se développent plutôt dans les CHU, même s'il y a des expériences dans d'autres établissements, c'est une complémentarité avec l'ARU, avec la représentation des usagers. Encore faut-il l'organiser, parce que ces deux figures-là ne se côtoient pas forcément encore, se connaissent pas forcément encore. Et donc, on parlait de formation tout à l'heure de ces patients partenaires. Il faut espérer aussi qu'il y ait une espèce de rencontre avant, qui ne se rencontrent pas la première fois sur le terrain, pour que ces gens-là s'organisent, puisque finalement, ils peuvent être l'un au service de l'autre, le patient partenaire et le RU, et je vous renvoie à une journée qui a été faite par France Asso Santé sur la complémentarité entre les deux rôles. Et on a un vrai sujet là plutôt de complémentarité, de l'organiser et de faire une vraie task force, pour parler anglais, mais une vraie organisation dans l'établissement avec des patients, des RU, des associations au service de la qualité des soins et en utilisant notamment la certification. Alors, concernant la question il y a plein de formes de participation, mais je ne m'étends pas là-dessus, c'est aussi très intéressant. Et je vais conclure du coup à ce niveau-là. En conclusion, alors, ça a été un peu dit tout au long des interventions de ce jour, jusqu'où on va aller avec les représentants des usagers. J'ai entendu par-ci par-là que la certification, certains avaient du mal à mobiliser les représentants des usagers. C'est ressorti plusieurs fois dans plusieurs établissements. Donc moi, je me pose la question ouverte, on le verra. Est-ce que ces certifications, on va les préserver ou déjà alourdir l'émission de ces… Il faut le rappeler quand même, les représentants des usagers, ce sont des bénévoles. Et donc, on a un vrai sujet sur comment, et ils sont multimandats, c'est-à-dire qu'en général, vous êtes représentant des usagers parfois dans plusieurs sites d'un établissement, dans les instances de démocratie en santé territoriale comme la CRSA, etc., dans plusieurs établissements, au sein de l'établissement, dans plusieurs commissions, dans plusieurs comités, etc. Donc, il y a vraiment cette question de jusqu'où on va aller. Les représentants des usagers, est-ce que demain, on va devoir changer le statut parce qu'on voit que c'est un vrai investissement et que c'est complètement fictif d'envisager 4 commissions des usagers par an quand on voit comment, ne serait-ce que la certification, ça mobilise les ressources. Et donc, est-ce que demain, on doit, je ne sais pas moi, créer un nouveau statut de représentant des usagers qui permettrait de plus s'engager quand on est un jeune actif. Aujourd'hui, on a un congé de représentation, mais déjà les employeurs ne le connaissent pas forcément. Donc voilà, donc il y a aussi ça, il y a comment est-ce que on n'en demande pas trop à des bénévoles. Que
que j'y vais. Voilà, donc c'est très intéressant. Et en tout cas, il y a aussi le fait que pour finir, l'assertif, il faut qu'elle s'étale dans le temps. La qualité, mais je vais un peu paraphraser ce qu'a dit le directeur de l'hôpital, Monsieur Roux, tout à l'heure, la qualité des soins, c'est tous les jours. Et en tous les cas, aujourd'hui, c'est un vrai défi et nous, on le prouve aujourd'hui d'ailleurs avec ce super événement en lien avec la délégation Nouvelle-Aquitaine. C'est un vrai sujet et on y travaille. Et en tout cas, voilà, je voulais juste vous mettre une phrase de conclusion de la chercheuse en engagement des usagers qui a ouvert une des premières chaires de l'engagement des usagers. Il faut voir Olivia Gross, évidemment. Il faut voir la co-construction comme la partie opérationnelle de la démocratie en santé, son bras armé. Sans co-construction, la démocratie en santé ne reste qu'un leurre. Voilà, donc allons-y, on accompagne, mais voilà, jusqu'à quand on y arrivera et surtout avec quelles ressources. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alexis Dervial, je pense que vous viendrez prochainement au CK physiquement pour travailler avec l'équipe. Un grand merci, Alexis. Bien. Donc maintenant, nous allons poursuivre. Ça va être à vous, Catherine, en tant que directeur du CK et vice-présidente de la FORAP, et surtout peut-être par rapport au CK, de nous parler donc de l'accompagnement et des méthodes qui peuvent être proposées aux équipes. Merci. Alors là, on est parti pour une intervention d'1 heure. Vous êtes tous prêts? Et non, c'est la fin de journée. On sait que c'était très long. J'ai quelques diapos, ne vous inquiétez pas. Le CK, on en parle depuis ce matin. Donc, je remercie l'ARS qui, lors de son introduction, a précisé l'acronyme. Diapo suivante, s'il vous plaît. De cette structure. Rappelez, je le disais aussi en introduction, mais vous n'étiez pas tous là ce matin, que le CK existe depuis 1996, que c'est une association, que nous sommes positionnés en Nouvelle-Aquitaine, que nous intervenons donc dans le champ de la qualité des soins et la sécurité des patients, à l'intention des établissements sanitaires et médico-sociaux, à l'intention du public et du privé, et on va le revoir, que ce soit pour les adhérents ou non adhérents. Alors c'est une équipe ce sont des activités qui sont menées par une équipe. Actuellement, nous sommes 13, nous sommes géolocalisés sur Pessac, nous intervenons sur toute la région, et aussi avec des ambassadeurs du CK. Donc des ambassadeurs du CK sont des professionnels adhérents du CK qui nous connaissent depuis pas mal de temps, qui ont l'habitude de nos outils et qui portent le CK en termes de représentation sur leur territoire ou dans leur discipline. Et donc, nous sommes membres de la FORAP. Depuis ce matin, vous voyez ce logo, la FORAP. La FORAP, c'est la fédération qui regroupe l'ensemble des structures régionales d'appui à la qualité des soins et sécurité des patients, comme l'est le CK, dans toutes les régions de France. Diapo suivante. Donc, dans quel contexte on intervient dans ce champ d'accompagnement et des outils à la certification, mais au-delà, vous l'avez bien compris, à la démarche qualité. Dans le cadre de notre activité de l'association, donc à l'attention de nos adhérents, certes, mais dans le cadre de nos missions régionales et de notre CEPOM contractualisé avec l'ARS, nous pouvons réaliser donc des actions pour l'ensemble des établissements de la région. Alors, dans quel cadre on réalise tout cela? Dans quelle continuité? Eh bien, c'est dans la continuité des projets qu'a pu mener le CK depuis 1996, qui a donné lieu à des outils, qui a donné lieu à des méthodes. Quand on parle patient-traceur, pour certains, ça évoque des projets anciens. Quand on parle aussi identito-vigilance, ça évoque aussi des projets anciens et ainsi de suite. Donc, tous les résultats des projets, même des projets de recherche, ont pu conduire à des validations d'outils. Tout à l'heure, vous évoquiez ISATIS. Eh bien, ISATIS, c'est un questionnaire qui avait été initié avec le CK il y a bien longtemps et qui a été repris au niveau national et ajusté. Donc, on est toujours dans cette continuité, vous voyez, de recherche et de validation d'outils, et puis de production maintenant avec la FORAP. Avec les années, donc chaque région s'est dotée d'une structure régionale d'appui, et avec la FORAP, donc nous avons des groupes de travail, des réflexions pour lesquelles nous produisons des outils. L'expérience Covid a été
un levier pour nous pour justement mutualiser nos outils et les mettre à disposition. Donc nous sommes en appui aux établissements. Pourquoi l'appropriation du nouveau manuel de certification? Donc quand on parle manuel, c'est le référentiel et ses méthodes. Donc comment aller dans les services auprès des professionnels pour que ce référentiel soit connu et passe dans le quotidien. La mise à disposition de ressources partagées donc avec les autres SRA. Et notre projet aussi, c'est l'intérêt aussi que nous avons eu dans cette table ronde précédente, c'est de travailler sur la convergence entre les différents dispositifs, qualité des soins et sécurité des patients. On pense au sanitaire et médico-social, mais aussi des convergences d'autres dispositifs, systèmes d'information ou dispositifs d'événements indésirables. Voilà un petit peu comment on situe notre contexte. Alors, en termes de modalités d'intervention, vous voyez qu'elles sont variées. L'équipe développe en fait différents types d'actions, donc des événements comme aujourd'hui, et que nous espérons reproduire. Je pense qu'avec les retours d'expérience qui progressivement vont avoir lieu avec les visites de certification, il y aura peut-être des intérêts à se retrouver. Je pense que cette table ronde, elle l'a montré et que beaucoup d'expériences, d'outils sont développés dans les établissements. Depuis le mois de janvier, on a mis en place des comptoirs qualité que l'on a ouverts à partir du mois de juin à l'ensemble des établissements de la région. Ce sont des comptoirs qualité donc, qui permettent de revenir sur des chapitres, sur des thèmes ou des méthodes du référentiel. Et ces comptoirs sont maintenant, depuis le mois de juin, faits en partenariat avec d'autres collègues. Nous avons débuté au mois de juin avec France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine sur l'engagement usager. Nous l'avons poursuivi avec l'Omidit sur l'importance du médicament dans ce référentiel et nous allons le continuer avec nos autres collègues du CEPIAS, avec la périnatalité et puis avec le réseau d'urgence Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous voyez, on essaye aussi de faire du lien entre les différentes structures. Les méthodes, nous les développons, nous proposons des formations, des accompagnements. L'idée aussi, comme ces comptoirs, c'est de mettre ensemble des établissements qui ont pu les tester, les expérimenter, les utiliser, ce qu'on appelle des clubs utilisateurs. Donc là, c'est dans le prolongement de nos formations, de nos accompagnements, mais c'est de revenir vers les professionnels, parce que former, c'est bien, mais il faut aussi utiliser les outils. Et cet usage des outils, on souhaiterait le développer à travers ces clubs utilisateurs des méthodes. Et puis, bien sûr, des sollicitations externes. Voilà, ça peut être des temps d'échange avec des groupes de médecins. Nous étions avec des collègues de l'UGCAM en début de semaine. Ça peut être avec d'autres collègues où nous pouvons échanger sur notamment cette certification. Donc ça, c'est vraiment les événements. Et le dernier point, vous avez sans doute pu le voir dans nos réseaux et sur notre site internet, nous avons lancé dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients au mois de juin, un challenge FORAP sécurité des patients qui va reposer sur différents temps. En tant que professionnel, je déclare. En tant qu'équipe qualité, j'aide à l'analyse. Si c'est trop compliqué, je peux recourir à des appuis en région comme au niveau de la mission EIG du CECA, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec l'équipe Projet Prage. Et tout ceci, je fais des retours d'expérience pour éviter que ça se reproduise ailleurs. Donc tout ce challenge, j'espère que vous serez nombreux à y répondre et il est ouvert. Ensuite, en termes de formation, nous développons donc soit des formations régionales donc qui s'adressent à des groupes qui regroupent différents établissements, différents professionnels d'établissements, donc centrés sur les méthodes traceuses, également sur le CRM santé. On évoquait le travail en équipe, donc le CRM santé est un des outils qui est développé dans le pacte de la Haute Autorité de Santé, et puis aussi des modules qui permettent aux référents qualité, aux équipes de qualité de s'approprier tous les concepts de gestion des risques. En termes d'accompagnement spécifique, je vous rappelle que le CECA porte deux équipes projets, l'une qui accompagne les établissements volontaires sur l'analyse de leurs événements graves associés aux soins. Donc là, nous sommes plutôt sur des événements graves,
complexes, souvent inter-établissements. Et puis également les équipes qui développent des programmes d'éducation thérapeutique pour les appuyer sur leur volet évaluation de programme annuel ou quadriennal. Donc en tout cas, ces deux types d'accompagnement font partie de nos missions régionales. Alors, par rapport à la certification, nous allons développer aussi des conseils méthodologiques à distance. Bien sûr, nous ne pourrons pas aller dans tous les établissements et en fonction de vos questions, vous l'avez vu, nous nous efforçons d'y répondre. Puis, bien sûr, des prestations et des formations sur site à vos demandes. Et là aussi, nous avons débuté cette année par des accompagnements. Et vous voyez, dans les champs des compétences, l'équipe a élargi ses compétences sur l'analyse de la pratique professionnelle, sur la médiation et donc les systèmes de signalement. Sur l'engagement patient, tout à l'heure, on a évoqué les méthodes, on va dire, qualitatives, en tout cas qui ne relèvent pas des questionnaires. De plus en plus, on s'oriente aussi au niveau du CK, après avoir, dans les années 96, développé différents questionnaires de satisfaction. Maintenant, on est plus sur des approches de récit de patient ou d'observation de patient. C'est ce qu'on appelle la méthode empathie dans nos développements d'outils. Les ressources et informations disponibles, on a pas mal en lien avec la certification développer des outils, en lien aussi avec la FORAP. Donc vous voyez, c'est des fichiers Excel qui ont été produits dès le début de l'année, qui faisaient notamment le lien, certains l'ont évoqué dans le lien entre la V2014 et la V2020, où vous avez reproduit des groupes de pilotage ou élargi des groupes de pilotage. Donc ces fichiers vous permettaient un petit peu de voir la constitution et le ciblage de ces groupes de pilotage. Nous avons commencé des mémos FORAP sur les critères impératifs et puis d'autres outils facilitateurs de la lecture de tous les documents produits par la Haute Autorité de Santé et que vous trouvez sur le site de la Haute Autorité de Santé. Tous nos supports, ceux d'aujourd'hui, ceux des comptoirs, sont accessibles sur le site du CK de façon... vous pouvez les télécharger librement. Alors, là, c'est sur le dispositif de certification. Là, c'est plutôt une lecture de l'ensemble des documents existants produits par la Haute Autorité de Santé. Après, sur l'évaluation interne, c'est là où on mobilise tous les outils qu'a pu faire le CK depuis ces dizaines d'années. Donc, des questionnaires validés. Tout à l'heure, on évoquait Safora MCO pour ISATIS, mais vous avez aussi des questionnaires validés qui sont fortement à mobiliser dans la nouvelle certification, avec le questionnaire par exemple, de satisfaction au travail, sur le questionnaire culture-sécurité ou sur d'autres questionnaires sur l'organisation et le management. Vous avez aussi des recours possibles à toutes les évaluations de pratiques professionnelles qu'on a pu développer et mises en ligne sur une plateforme de saisie et d'analyse qui s'appelle IFORAP. Et puis, donc, vous avez aussi maintenant, depuis, on va dire, 2 ou 3 ans, des outils numériques qui commencent à être développés, des serious games ou des e-learning, à destination soit des professionnels, soit des usagers, soit les deux. Alors, il y a des serious games qui ont été développés actuellement sur la notion de risque pour le patient, mais là, on pêche un peu au niveau du CK dans notre communication et dans la valorisation de nos outils. Et autrement, nous avons eu un serious game qui a été primé qui s'appelle Analyse des causes, et qui permet à des équipes de revenir sur des analyses qui ont été réalisées au sein du CK avec l'équipe Projet PRAGE et qui permet de comprendre comment a été faite l'analyse et comment identifier les différents éléments de cette analyse. Le dernier e-learning en cours porte sur l'identito-vigilance, là aussi un sujet majeur actuellement. Donc vous avez une chaîne YouTube aussi du CK qui vous permet de revoir des formations que nous avons enregistrées. Nous espérons aussi ce replay, même si nous avons eu des problèmes techniques ce matin, je pense que nous pourrons mettre aussi en ligne le replay de cette journée. J'attire aussi vos attentions sur les rapports d'études et de recherches qu'a pu produire le CK ces dernières années, qui sont une mine d'informations, notamment sur le management
l'encadrement et l'implication du management dans la qualité et gestion des risques. Là aussi, vous avez beaucoup d'outils issus de ces projets de recherche que vous pouvez mobiliser. Voilà. Et puis après, je vous conseille d'aller sur le site du CECA où vous aurez aussi une mine d'outils par thématique que vous pouvez consulter. Et pour terminer, je vous invite à nous suivre. Vous voyez, nous avons un site, nous avons une newsletter et puis nous avons un LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous interroger et à partager nos informations. Voilà, vous voyez, j'ai été brève pour ne pas alourdir cette fin de journée. Merci Catherine. Donc, merci pour toutes ces précisions, pour la présentation de cette boîte à outils pour accompagner les équipes. Donc, dès maintenant, Géraldine va nous rejoindre pour les questions qui ont pu être posées à la suite de ces 3 interventions. Géraldine, alors est-ce que vous avez eu des questions? Oui, quelques questions, mais surtout en fait des félicitations donc en fait aux intervenants pour la qualité des interventions qui ont eu lieu. Une première question quand même qui a été plutôt adressée à Joanne Basselier concernant donc le projet d'expérimentation en cancérologie, avec le besoin de savoir s'il y avait des précisions sur le profil des patients, quels ont été les prérequis au recrutement de ces patients partenaires et est-ce qu'ils viennent tous d'associations? Alors, les prérequis. Il n'y avait pas énormément de prérequis. Avoir suffisamment de recul sur sa maladie. Il n'y avait pas de niveau de formation exigé, si c'était ce qui se cachait un peu derrière la question, parce que vous savez qu'il y a des DU qui sont dispensés par l'Université des patients ou d'autres, ou la formation à l'éducation, le DU aussi d'éducation thérapeutique. Donc, c'était pas, ça n'était pas exigé. Donc, il n'y avait pas vraiment de niveau d'études, on va dire, exigé. Il y avait les qualités relationnelles, enfin voilà, plutôt du savoir-être et pas de niveau de compétence vraiment voilà universitaire ou autre. Donc on s'est beaucoup posé cette question, donc c'est pour ça que j'insiste un peu dessus parce que c'est une vraie question et l'expérimentation, voilà, j'espère nous permettra de tirer des conclusions peut-être par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant, le choix qui a été fait, ça a été celui-là. C'est pour ça aussi qu'on a monté cette formation Action avec l'Université des patients, parce qu'il n'était pas question, évidemment, de les mettre en situation de prendre des postes de patients partenaires sans être formés du tout. Donc, on a envisagé cette formation Action avec l'Université des patients. Voilà, certains ont d'autres diplômes, des DU, etc., mais pas tous. Et voilà, et certains n'ont pas du tout spécialement de diplôme de ce type-là. Donc voilà, ce sera très intéressant justement de voir si ce niveau de formation peut suffire, entre guillemets, s'il y a besoin de formation complémentaire. Donc voilà, est-ce qu'ils viennent tous d'associations? Non, c'était pas forcément un critère. Donc il n'y a pas... Il n'y avait pas ce critère dans le cahier des charges. Voilà. Après, les établissements ont été quand même assez libres. Hein. Nous, l'ARS avait fourni un modèle de fiche de poste et voilà quelques consignes voilà sur la personnalité, enfin la façon de s'exprimer, d'appréhender effectivement le recul par rapport à la maladie, etc. Mais les établissements ont quand même été assez libres des choix des patients partenaires. Nous n'avons pas participé au recrutement de ces patients partenaires. Ok. Une deuxième question également pour vous, toujours Joanne. Donc, est-ce qu'un nouvel appel à projet avec FIR pour patients partenaires va être réalisé par l'ARS? Non, parce qu'on vient pour patients partenaires, là, on rentre dans une expérimentation.
de 3 ans. Donc voilà, c'est une expérimentation de 3 ans. Est-ce qu'il y aura d'autres appels à projets? Est-ce que la question c'est sur d'autres pathologies ou est-ce que c'est sur le cancer? Sur le cancer, là, on a cette expérimentation-là sur 3 ans. Il n'est pas prévu pour l'instant qu'il y en ait d'autres. Après, je tiens quand même à dire que rien n'empêche les établissements de recruter des patients éventuellement partenaires. Hein. C'était une forme de... Voilà, on voulait initier la démarche, mais je pense que c'est possible si jamais ça provoquait des émules. Ok, merci pour ces précisions. Et puis une question donc, qui était plutôt à l'attention d'Alexis Vervial, avec à la fois un commentaire et en même temps une interrogation, mais qui peut être peut-être répondue par l'intégralité des partenaires aujourd'hui. L'idée d'un CALI-score santé est une excellente idée, mais serait-il aux établissements d'initier cette démarche, l'établissement hospitalier, à l'ARS, à la valoriser à l'échelle régionale, à l'HAS de l'intégrer dans le manuel ou à France Asso Santé d'en faire une action de plaidoyer? À mon avis, on peut pas faire les choses sans travailler ensemble tous. Moi, je crois vraiment à la co-construction et donc un outil qui serait que d'un de ces acteurs, je pense qu'il pourrait être à côté de la plaque. Donc, on le voit bien. Hein, c'est aussi ça le mouvement de l'expérience patient, c'est de travailler. De faire travailler tous les acteurs ensemble. Donc, c'est une bonne idée le terme CALI-score, mais je pense qu'il faudrait un travail collectif. Ouais. Ok. Voilà un peu pour les 2 grandes questions qui ont été posées, en tout cas à nos intervenants. Donc, voilà, je vous laisse la parole, Alexandre, pour la suite des festivités.